Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant un petit moment qu'on s'était pas vu. Donc on essaye d'organiser avec le marché de l'inclusion de nouveau une série de webinaires, donc composée de 9 webinaires. Donc bienvenue sur le premier qui est la présentation des achats inclusifs. Pour information, les slides et la présentation seront publiés. Ne vous inquiétez pas, elles vous seront transmises à la fin du webinaire. N'hésitez pas à vous présenter dans l'onglet chat afin qu'on puisse faire connaissance. Donc, vous présentez votre fonction afin qu'on puisse adapter tout le long de ce webinaire des exemples concrets. Bonjour Nathalie, bonjour, je vois Nadège aussi en train d'écrire. N'hésitez pas. Donc, on va recommencer la série. Donc, comme je le disais précédemment, la série de webinaires. Donc, tous les 15 jours, il y aura une petite pause au mois d'août. Pour ceux qui pourront pas être disponibles à toutes les dates, ils seront disponibles en replay et sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui nous connaissent pas, on a également une page LinkedIn avec des posts. N'hésitez pas à nous suivre aussi pour développer vos connaissances sur les achats inclusifs. Alors, bonjour Marion, bonjour Eric, responsable du rôle investissement service de l'eau. Bonjour. Donc je serai également accompagnée de Mehdi, donc Mehdi de la plateforme du marché de l'inclusion, qui sera là pour gérer donc le chat et les questions également que vous pourrez poser dans l'onglet questions. Bonjour Bérangère, bonjour Joël, achat responsable et relations fournisseurs, pardon, groupe AFD. Bonjour Asiya Bouchard, hein. Bonjour Valérie. Vous êtes aujourd'hui, donc pour le moment, plus de 64, environ maintenant 65 connectés donc à ce webinaire. On va peut-être attendre qu'il y ait des personnes qui arrivent encore. On va attendre 2 minutes. Bonjour Marie-Alice. Bonjour Armel, chargée de clause sociale de la mission de l'emploi. Bérénice, bonjour. Vous êtes très nombreux, donc on a vu pas mal de secteurs publics. N'hésitez pas aussi, si vous venez d'entreprises privées, de nous l'indiquer. Écoutez, on est à 70 connectés. Je vais commencer un petit peu le webinaire pour pas qu'on puisse perdre de temps et qu'on arrive à terminer vers 11h45 afin de respecter un petit peu le délai. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Coralie Chaz, experte en achat responsable. Donc, j'ai créé l'entreprise Achat Co, dont l'objectif est d'accompagner les entreprises à participer à un monde plus durable à travers leurs achats. Je les présenterai tout à l'heure, mais que ce soit sur le plan social, mais également environnemental. Je suis également donc formatrice et consultante en achat responsable et j'interviens en tant qu'intervenante dans les achats, la logistique et la supply chain à l'ITM Graduate School et une école de commerce nommée PPA. Et je suis experte achat socialement responsable pour le marché de l'inclusion. Si vous contactez le marché de l'inclusion, je suis également accompagnée de Nabil qui vient de rejoindre l'équipe en tant qu'expert achat socialement responsable. Donc, nous sommes deux experts au sein de l'équipe du marché de l'inclusion afin de vous accompagner au mieux à réaliser des achats inclusifs. Le sommaire aujourd'hui, donc on va essayer, donc comme je le disais, de respecter le temps parce qu'on a quand même des sujets divers et variés. Donc la première, c'est comprendre la notion d'achat inclusif. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Les chiffres clés, la réglementation applicable pour les achats inclusifs, les enjeux et les défis de demain et l'outil des achats inclusifs, notamment le sourcing inversé proposé par le marché de l'inclusion. Et puis, je vous propose, à la fin, on va se garder peut-être 5-10 minutes pour un temps questions-réponses
sur les difficultés que vous rencontrez ou des questions par rapport à notre webinaire. N'hésitez vraiment pas à les poser et j'insiste sur l'onglet questions car dans le chat, on a du mal après à retrouver les questions, donc n'hésitez vraiment pas à les mettre dans l'onglet questions à gauche de l'onglet chat. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les achats inclusifs, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une partie des achats responsables. Les achats responsables, c'est les achats durables, verts, ou également achats éthiques. Deux définitions donc, que j'ai indiquées, celle de l'AFNOR, donc le centre de normalisation, ou la norme internationale ISO 20400, donc la norme des achats responsables. Donc, qu'indique l'AFNOR? Donc, un achat responsable, c'est un achat de biens ou de services réalisé auprès d'un fournisseur ou d'un prestataire sélectionné pour minimiser les impacts environnementaux et sociétaux et favoriser la bonne pratique en termes d'éthique et de droits humains. Donc, on voit bien qu'il y a le côté social qui est souvent malheureusement oublié, mais qui reste quand même important et qui est une partie des achats responsables. Nous avons donc la définition qui suit donc de l'ISO 20400. Donc, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont le plus positifs possible sur toute la durée du cycle de vie du produit et qui aspire à réduire les impacts négatifs. Donc, on retrouve ici aussi dans cette définition bien l'impact social. Donc, achat responsable, c'est trois piliers. Le pilier environnemental, le pilier économique et le pilier social qui est souvent le parent pauvre des achats responsables et que l'on oublie. Donc, si on comprend bien ces définitions, effectivement, les achats inclusifs appartiennent aux achats responsables. Et donc, si on remonte un petit peu, à la RSE, donc à la responsabilité sociétale des entreprises. Trois enjeux des achats responsables. Un, le pilier économique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les achats en entreprise, en moyenne, ça représente entre 50 et 60% du chiffre d'affaires, ce qui reste énorme et qui permet du coup d'avoir un réel objectif à atteindre et aussi un véritable levier pour les entreprises. La relation avec les fournisseurs. Donc là, on voit bien le côté social. Les acheteurs ou les directeurs achats, directrices achats travaillent de manière permanente avec des fournisseurs. Ils sont en relation de manière quotidienne avec ces fournisseurs. Donc l'objectif, donc, c'est d'échanger de manière éthique et responsable. Par exemple, on peut le voir dans les achats responsables, on parle souvent de délais de paiement convenables, d'avoir des manières éthiques dans lesquelles on travaille. On a également des codes de conduite fournisseurs, donc ça reste un point important, les fournisseurs avec qui vous travaillez. Le troisième enjeu, c'est les ressources de notre planète. Les ressources de notre planète, donc effectivement, quand on achète un produit ou même un service, il peut faire appel à la consommation de produits. Même si c'est un service, on peut avoir des déplacements, on peut avoir la consommation électrique, par exemple pour tout ce qui est IT, la consommation d'eau, en fait, tout ce qui est lié aux ressources de notre planète et qui peuvent être utilisées. Mais un achat responsable, c'est aussi voir comment on peut faire ce cycle de vie et éviter le minimum, on va dire, d'utiliser les ressources de notre planète. 12 principes donc des achats responsables. Je vais essayer d'être assez succincte parce que ça peut être assez lourd pour vous. Donc, je vais essayer d'être assez succincte. Donc, 12 principes des achats responsables. Ma première, c'est la redevabilité. Une entreprise, elle est redevable vis-à-vis de toutes ses parties prenantes. Elle doit indiquer qu'est-ce qui se passe à travers ses achats. Donc, c'est ce qu'on voit de plus en plus, dire les composants, et donc on arrive à la transparence. Dire les composants des produits, dire avec qui on travaille, est-ce que c'est du Made in France ou est-ce que c'est juste, ça n'a pas été par exemple tout ce qui est alimentaire cultivé en France, mais ça a été transformé en France. Toute cette transparence est demandée. Avec qui vous travaillez, est-ce que vous avez mis en place, là je vais tourner vers achat inclusif, est-ce que vous travaillez avec des ESAT, est-ce que vous travaillez avec des structures de l'insertion par l'activité économique? En fait, c'est vraiment faire preuve de transparence vis-à-vis des consommateurs et pour les entreprises publiques, c'est vis-à-vis aussi de la population française, de ce qui s'y passe.
Le troisième point, c'est l'éthique. Ça, je pense que tout le monde, c'est assez clair. 4, l'égalité des chances. Donc ça, on le voit très bien dans le code de la commande publique, hein. Permettre à toute entreprise d'avoir l'égalité des chances de participer à un appel d'offres. Mais aujourd'hui, c'est également, en tant qu'acheteur, il a un rôle à essayer d'ouvrir ces appels d'offres plus seulement aux grands groupes, mais essayer de l'adapter aux petites, moyennes entreprises, aux TPE également, et auprès des structures de l'inclusion. 5, respecter les intérêts des parties prenantes, c'est ce que je disais tout à l'heure, consommateurs, actionnaires, employés, respecter les parties prenantes, mais également la population. Respect des réglementations et des normes, respect des droits de l'homme, surtout sur la chaîne d'approvisionnement. Solutions innovantes, donc c'est chercher des solutions innovantes pour justement éviter l'utilisation en permanence des ressources de notre planète et essayer de trouver des solutions pour minimiser notre impact sur notre Terre. 9, réfléchir à son besoin, donc réfléchir de manière différente à son besoin. Surtout, vous le verrez dans différents webinaires, l'étude du besoin, c'est ce qui représente le plus de valeur ajoutée dans un achat. Ce n'est pas forcément la contractualisation ou le suivi et l'exécution du contrat, c'est bien réfléchir à son besoin qui apporte de la valeur ajoutée. 10, intégration de vos différents métiers, donc de vos prescripteurs, mais également des services financiers, de votre service si vous avez un service développement durable ou RSE. 11, analyser l'ensemble des coûts liés à votre achat, plus seulement le coût d'achat, mais tout ce qui s'ensuit. Et le 12, l'amélioration continue, donc c'est améliorer au quotidien son achat. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Donc, on vient de finir la première partie sur les achats responsables. N'hésitez pas si vous avez la moindre question pour la poser donc dans l'onglet à côté du chat sur l'onglet questions. Très bien. Pas de questions. Donc, on va passer à la seconde partie donc sur les achats inclusifs. Donc, qu'est-ce que sont les achats inclusifs? Les achats inclusifs, c'est une particule, c'est ce que je disais, c'est une particule des achats responsables. On a les achats responsables avec nos 3 piliers, environnemental, économique et social. Et les achats inclusifs, c'est une particule des achats responsables. Donc, si vous réalisez des achats inclusifs, vous réalisez des achats responsables. Donc, selon vous, qu'est-ce que sont les achats inclusifs? N'hésitez pas à donner des mots-clés dans le chat pour qu'on puisse voir si vous connaissez et un peu adapter également le webinaire si vous connaissez déjà les achats inclusifs ou pas. Amélie, ESS. Laetitia, éthique. Effectivement, donc effectivement, dans les structures de l'inclusion, on a les ESS, pardon. Marché réservé aux ESAT, oui. Donc les ESAT, c'est les structures c'est une typologie de structure de l'handicap. Handicap, insertion, ESS, très bien. Insertion, égalité homme-femme aussi, tout à fait, très bien. Donc effectivement, donc les achats inclusifs, c'est des achats réalisés auprès de structures favorisant le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées. Alors même si effectivement j'ai dit égalité homme-femme parce que ça fait partie de l'inclusion aujourd'hui, même si les achats inclusifs, c'est plus tous les achats réalisés auprès de structures permettant le retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. Mais ça peut être aussi des inégalités par rapport à différents domaines. On a relevé 4 typologies de profils qui sont derrière ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on a les jeunes de moins de 26 ans en difficulté, donc qui ont du mal en fait dans leur vie. Malheureusement, ils n'ont pas eu une chance, par exemple, de poursuivre leurs études, de trouver du travail. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres enfants, donc ils rencontrent des difficultés dès le début de leur carrière professionnelle.
Donc, c'est pour cette raison que certains organismes les accompagnent à trouver un travail pour qu'ils puissent participer à notre société également. Le deuxième point, c'est les travailleurs handicapés. Donc, les travailleurs handicapés, soit nous avons des personnes qui ont malheureusement rencontré un accident de la vie et qui sont travailleurs handicapés, mais nous avons également des personnes nées avec un handicap. Les chômeurs de longue durée. Les chômeurs de longue durée, donc ça fait partie de, par exemple, on a souvent des personnes qui ont malheureusement perdu un emploi et qui n'arrivent pas à retrouver, au vu de à la vue de la conjoncture, un travail. Et on peut avoir aussi des personnes qui s'orientent vers un nouveau travail, vers un nouveau domaine d'activité et qui, pareil, ne trouvent pas forcément du travail. Donc, ces structures leur permettent d'avoir un travail en attendant, d'avoir une place, on va dire, plus sûre et plus sur le long terme. Et nous avons comme quatrième personne aussi les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Tout ce qui est CAF, APL, Pôle emploi, peuvent être des personnes en le RSA, des personnes éloignées de l'emploi. On a relevé ces 4 types de personnes, mais on a plein d'autres également profils correspondant à ces personnes-là. Alors, je vois qu'il y a une question de Christina. Nous sommes nombreux à avoir des problèmes de sang. Est-il possible de faire quelque chose? Alors, je vais laisser Mehdi vous répondre, mais il me semble que si vous essayez de vous connecter sur un autre navigateur et de préférence avec Google Chrome, votre problème peut être résolu. Tout dépend du navigateur que vous utilisez. Quelques chiffres clés du marché de l'inclusion. Donc aujourd'hui, donc sur environ 67 millions de Français, on compte 2,9 millions de personnes éloignées de l'emploi. Ce que vous imaginez quand même le ratio comme il peut être important, ce qui laisse énormément de personnes éloignées de l'emploi. Donc forcément, sur les 67 millions, il n'y a pas tout le monde. Il y a des jeunes, hein, forcément. Donc on fait juste le prorata par rapport aux personnes qui peuvent travailler. Le nombre de personnes éloignées d'emploi reste très important. On compte également donc 22% d'entreprises seulement qui intègrent des travailleurs handicapés au sein de leur entreprise. C'est ce qui veut dire que le reste, personne n'intègre des travailleurs handicapés, au moins très peu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que propose le marché de l'inclusion? C'est de pouvoir mettre en relation donc plus de 6500 fournisseurs inclusifs avec des acheteurs. Donc aujourd'hui, le marché de l'inclusion, je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, vous propose donc de travailler avec plus de 6500 fournisseurs présents sur 150 secteurs d'activité. Donc ce qui représente un grand panel fournisseur et peut vous permettre également de trouver votre fournisseur tout en contribuant et en participant à une démarche achat responsable et inclusif. Alors, hop. 3 réglementations applicables, donc en lien avec les achats inclusifs, parce que si je parlais des achats responsables, il y en a beaucoup plus. Donc 3 réglementations applicables. On a la première, donc qui date de 2017, qui a été promue en 2017, c'est la loi sur le devoir de vigilance. La loi sur le devoir de vigilance indique qu'en fait, toute entreprise doit savoir avec qui elle travaille. Elle doit être vigilante, en fait, par rapport et vis-à-vis de ses fournisseurs sur ce qui se passe sur sa chaîne d'approvisionnement. En fait, cela fait suite à la catastrophe du Rana Plaza qui s'est passée au Bangladesh sur le secteur du textile. Maintenant, toute entreprise doit faire preuve, en fait, de vigilance et ne pas dire non, mon fournisseur, il travaillait avec tel fournisseur, je ne savais pas ce qui se passait. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on demande aux acheteurs d'être capables d'être en mesure de remonter les fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, de remonter la chaîne de sous-traitance également.
C'est pour en fait cette loi sur le devoir de vigilance. La deuxième loi, c'est la loi climat et résilience qui a été promulguée en 2021, donc qui est sur la première point effectivement le climat, donc tout ce qui est environnemental, mais aussi qui indique aux entreprises de faire preuve en fait de plus de solidarité et d'où le lien avec les achats inclusifs. Donc on doit faire preuve de plus de solidarité, d'être une entreprise aussi, participer à un monde plus résilient. Et la dernière loi, c'est celle de 2022 sur la CSRD, donc c'est sur le reporting extra-financier qui a été mis à jour et qui va petit à petit toucher de plus en plus d'entreprises afin qu'elles fassent un reporting extra-financier, donc plus seulement sur les gains qu'elles remportent et sur les dépenses qu'elles effectuent, mais également sur ces démarches achats responsables et sur tout ce qui a un lien avec le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Les enjeux des achats inclusifs. Donc, on a 6 enjeux. Donc, les premiers, c'est redynamiser l'activité territoriale. Si vous travaillez avec des entreprises, des structures inclusives, vous allez travailler avec des structures locales et proches de votre entreprise. C'est pour cette raison que c'est toujours important et c'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure la loi devoir de vigilance, car le devoir de vigilance, c'est savoir ce qui se passe chez vos fournisseurs et c'est toujours plus facile d'avoir un fournisseur plus près de chez nous que d'avoir un fournisseur éloigné ou une grosse structure aussi. C'est plus facile d'avoir une entreprise de proximité. Le deuxième point, c'est améliorer l'impact environnemental. Effectivement, lorsqu'on travaille avec des structures plus proches, en premier, on réduit son empreinte carbone. À savoir aussi que les entreprises de l'insertion, elles sont pionnières dans tout ce qui est cycle de vie de produits. Upcycling, c'est tout ce qui est recyclage pour fabriquer de nouveaux produits. Avec peu de moyens, elles cherchent déjà à réduire également leur impact environnemental. Et le troisième point, c'est lutter contre l'exclusion sociale et professionnelle. Effectivement, si vous travaillez avec des structures de l'insertion, vous allez lutter contre cette exclusion sociale et permettre le retour à l'emploi de ces personnes qui ont malheureusement rencontré des difficultés pour travailler. Quatrième point, soutien donc de l'emploi en situation de handicap. Ça permet également de réduire votre contribution AGFIP. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie des structures de l'handicap, qu'on verra également dans un prochain webinaire. Mais rapidement, vous avez les structures de l'insertion par l'activité économique. Vous avez les structures de l'handicap. Donc, ça peut être des entreprises adaptées, EA, ou des entreprises des ESAT, pardon. Cinquième point, renforcer vos liens avec vos fournisseurs. Travailler avec des structures de l'insertion, c'est effectivement être de plus proche de ses fournisseurs, travailler pour l'aider également à s'améliorer. C'est donner aussi l'opportunité aux fournisseurs inclusifs de développer leur économie, de développer leur business, de participer au retour à l'emploi de certaines personnes, en fait. Donc, c'est vraiment, ça renforce un lien avec les fournisseurs. Et le dernier point, c'est développer votre démarche RSE, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et achat responsable. En développant votre démarche RSE et les achats responsables, vous pouvez très bien indiquer quelles sont vos actions sur l'environnement, enfin, sur le côté social. Combien de contrats vous avez mis avec des structures de l'insertion? Avec combien de fournisseurs inclusifs travaillez-vous? Combien de fournisseurs ont été questionnés, par exemple, sur leur démarche d'insertion professionnelle? Cela va vous permettre en fait de vraiment développer votre démarche RSE et achat responsable. Et également un point important, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de ce sujet-là, surtout dans les entreprises publiques, c'est tout ce qui est lié au SPASER. Donc, le SPASER, ça va également vous permettre, en réalisant des achats inclusifs, de répondre aux objectifs du SPASER.
Les défis de demain, donc on a 4 défis. Le premier, c'est lutter contre le chômage qui ne cesse d'augmenter pour le moment et l'exclusion sociale et par conséquent la pauvreté. On le sait, ces derniers temps, nous avons fait face à une inflation qui n'a cessé d'augmenter suite au contexte actuel, la crise du Covid, puis s'ensuit la guerre avec l'Ukraine, les différentes guerres aussi, hein. Donc ça a fait une hausse de d'inflation et donc par la suite, ça augmente également le chômage et l'exclusion sociale et la pauvreté. Deux, ce que je disais tout à l'heure, c'est développer l'économie des structures inclusives. Aujourd'hui, les structures inclusives, elles existent. Comme je le disais tout à l'heure, le marché de l'inclusion en référence plus de 6500 et je vous invite à les découvrir. Mais aujourd'hui, c'est aussi les aider à avoir une économie sur le long terme et leur permettre en fait de pouvoir investir et se mettre au même niveau, avoir en fait un pied d'égalité par rapport aux structures, je dirais entre guillemets, je précise bien entre guillemets, classiques. Donc ça va permettre de développer leur économie, de développer leur business, de développer également leur image de l'entreprise, parce qu'en travaillant avec des structures, enfin, que ce soit des entreprises privées ou publiques, ça permet toujours de valoriser leur image et également d'avoir pour elles des retours d'expérience pour améliorer, on va dire, leur stratégie commerciale. 3, participer au plan France Relance. Donc France Relance, c'est un projet qui a été lancé, hein, maintenant il va jusqu'en 2030, il a été reconduit, c'est relancer l'activité économique française. Donc en travaillant avec des structures inclusives, vous développez, ce que je disais tout à l'heure, l'économie territoriale. Et à ce moment-là, ça permet effectivement de travailler donc sur le plan France Relance et de réindustrialiser notre pays afin de développer l'économie petit à petit française. Et le quatrième point, c'est répondre aux exigences du plan national des achats durables, qu'on appelle également le PNAD. Le PNAD, deux objectifs. On a d'ici 2025, donc demain, hein. On est dans moins de 6 mois, si on compte l'été, c'est vraiment demain. 100% des appels d'offres, donc pour le côté public, hein, les appels d'offres de commande publique doivent intégrer des considérations environnementales et 30% de considérations sociales. Quelles sont ces considérations sociales? Ça peut être des marchés réservés, ça peut être également tout ce qui est clause d'insertion sociale, ça peut être également tout ce qui est critères de sélection. Donc, tout ce qui est critères d'attribution, critères, on va plus englober critères de notation des offres avec des critères sociaux. Donc, ça va être d'ici 2025, sachant que le plan national des achats durables, le marché de l'inclusion y participe. Donc, d'ici 2025, c'est possible qu'il y ait une exigence encore plus forte. Donc, à vous maintenant d'avoir en tête cette considération pour pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que vous avez des questions à ce stade de la présentation? Alors, je vois une question de Kouman Florent. Y a-t-il des CT? Alors, CT, j'aimerais plus d'indications et n'hésitez pas à la poser dans l'onglet questions. Ayons une RSO, s'il vous plaît. Alors, RSO, c'est responsabilité sociétale des organisations. Donc, je vous invite à me préciser ce que c'est CT. Ok, collectivité territoriale. Donc, y a-t-il des collectivités territoriales ayant une responsabilité sociétale des organisations? Ça peut arriver effectivement qu'il y ait des collectivités territoriales et de même, j'ai envie de préciser qui ont des responsabilités et j'ai envie de préciser cette question en disant même que pour moi, c'est les collectivités territoriales et je pense pour l'ensemble de la population aussi qui ont un rôle à jouer et on va dire qui doivent être exemples de la suite des entreprises, elles doivent être exemplaires et c'est pour cette raison qu'elles-mêmes doivent avoir une RSE.
ou également appelé RSE. Alors, Christina Santos, je vois également une question donc, dans le chat. Y a-t-il des solutions marché pour travailler avec des fournisseurs en proximité? Alors, attention, voilà, merci Christina pour cette bonne question. Pareil, j'ai envie d'y répondre parce qu'elle me paraît importante. Faut pas oublier aussi les principes du code de la commande publique. On peut pas mettre de critères de proximité. Ce n'est pas possible. On ne pourra pas mettre de critères de proximité, sinon ça, on va dire, c'est similaire à expulser un fournisseur parce qu'il est en France ou en Europe, mais ce n'est pas le but vu qu'on doit avoir une égalité de traitement vis-à-vis des fournisseurs. Donc, on ne doit pas avoir de critères de ce type-là. En revanche, si vous faites un sourcing selon le temps d'intervention, si vous mettez un temps d'intervention d'une certaine durée, effectivement, bah, une entreprise qui se trouve à 3 heures, si vous demandez un délai d'intervention en 1 heure, à ce moment-là, ça peut être une raison pour travailler avec des structures de proximité. Et le deuxième point, pour trouver les fournisseurs de proximité, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, là, dans les minutes qui suivent, c'est comment réaliser un sourcing sur la plateforme du marché de l'inclusion. Et ça vous permettra de trouver tous les fournisseurs inclusifs à proximité de vos prestations ou dans le département que vous souhaitez choisir. Alors, je vois une question de Marion. Bonjour, comment intégrer des considérations sociales dans des marchés de travaux? Donc, dans des marchés de travaux, effectivement, vous pouvez intégrer, alors j'avais donné quelques exemples lors de derniers webinaires, mais on va les reprendre. Effectivement, donc dans les travaux, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre tout ce qui est par rapport à l'égalité homme-femme, parce qu'on a des personnes, des femmes aussi qui sont, voilà, ce serait plutôt sur les critères de notation. Par exemple, quel est le taux d'égalité homme-femme? Est-ce que vous mettez en place, par exemple, le taux de mise en place de base vie féminine aussi, et que ça soit plus uniquement masculin. En considération sociale, on peut avoir la démarche pour intégrer des travailleurs d'insertion professionnelle. Quel est le nombre de travailleurs d'insertion professionnelle? Prouver le processus enfin, démontrer le processus de recrutement des personnes en insertion professionnelle, si c'est le cas. Pareil, j'ai envie de préciser à ce moment-là que les considérations sociales vont dépendre de votre recherche, de l'étude de marché que vous allez effectuer après l'analyse du besoin. C'est à ce moment-là que vous allez trouver les considérations sociales qui répondront le plus à votre besoin, selon ce qui existe sur le terrain, sur les problèmes, l'analyse des risques que vous pouvez faire face. C'est à ce moment-là que vous allez intégrer les considérations sociales en lien avec votre marché. Alors, je vois deux questions et après, je vais passer à la suite parce que j'ai peur de les perdre. Donc, ensuite, Christina, bien souvent, la maison mère qui facture est basée à Paris ou dans une grande ville. Qu'en est-il des établissements secondaires? Effectivement, donc les établissements secondaires, bah, ils sont là pour répondre aux demandes régionales et ça va être pareil sur des structures de l'insertion. Elles peuvent être présentes sur différentes parties géographiques. Mais ça, vous allez le sourcer et c'est vous dans votre sourcing pour le faire pour un marché de travaux, justement. Voilà, je suis en train de travailler sur un marché de travaux, donc de VRD, de voiries réseaux divers. Eh ben, effectivement, j'ai des maisons mères pour des compagnies de travaux, mais je demande quels vont être les établissements secondaires parce que je souhaite que ça soit les entreprises le plus proches. Étant donné que ça va être des travaux, eh bien, j'essaie déjà, dans ma phase de sourcing, j'ai pas lancé ma consultation, j'essaie déjà de connaître quelles vont être les entreprises qui vont répondre et pas le siège, parce qu'on ne pourra pas que ça soit le siège à chaque fois, pour pas limiter la concurrence aussi, parce que ceux qui n'ont pas de siège ne pourront pas répondre, mais vraiment avoir les établissements secondaires. Et dernière question de Coumont Florent, donc en fait, tout se joue sur l'imagination pour construire un critère de proximité. C'est bien ça. Sur la durée d'intervention, par exemple, vous voulez choisir une entreprise locale. Alors, il ne faut pas indiquer choisir une entreprise locale,
Je reprécise, il faut par exemple demander un délai d'intervention. Je ne sais pas si vous voulez faire aux alentours, ça peut être 1 heure, mais on peut pas dire on choisit une entreprise locale au détriment de d'autres critères. Mais le délai d'intervention, ça peut être une parade, effectivement. Et effectivement, comme le dit Lucie, et je terminerai sur cela, parce qu'après je vais passer à la démonstration du marché de l'inclusion. Effectivement, pour favoriser l'inclusion, allotissement géographique, tout à fait. C'est ce qu'on peut faire aussi. Alors, je vais vous partager mon écran. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous le voyez. Je vais vous partager donc, hop, mon onglet. N'hésitez pas à mettre des pouces ou des pour me dire si vous voyez bien mon écran ou me le dire dans la barre du chat. Est-ce que vous voyez mon écran? Bon, ok. Bon, je suppose que vous voyez. Si j'arrête là, est-ce que... Ok, très bien. Donc, tout d'abord, donc là, c'est la plateforme du marché de l'inclusion hein, qui appartient, donc qui a été créée par la plateforme de l'inclusion. L'objectif, c'est de mettre, en fait, c'est une plateforme qui met en relation acheteurs, que ce soit des acheteurs privés ou publics, auprès des fournisseurs inclusifs. L'objectif, c'est de créer, entre guillemets, le meilleur match. Donc, vous, avoir un fournisseur en tant qu'acheteur qui répond à votre besoin et eux, trouver aussi des clients, donc des acheteurs. Donc ça permet de faire en fait ce match et je vais vous montrer comment on l'a créé. Donc ça, on a mis en place un outil qui s'appelle le sourcing inversé que je vais vous montrer par la suite. Donc tout d'abord, normalement, là, vous avez un onglet qui permet de vous créer un espace. Moi, je me suis connectée directement pour mon espace, comme ça sera plus simple. Vous allez voir par la suite. Différentes solutions peuvent être mises en place. Soit vous faites votre recherche comme vous le faites habituellement de fournisseurs, ce qui prend plus ou moins de temps de trier, de regarder les données. Soit on a un sourcing inversé, donc c'est vous déposez votre besoin et les fournisseurs répondant à votre besoin vous l'indiquent et vous indiquent être en capacité de répondre à votre besoin. Donc ça vous évite de contacter un à un les fournisseurs. Auditer vos achats, donc c'est savoir si vous faites déjà des achats inclusifs. Calibrer vos achats, c'est avoir juste en un clic, voir combien d'achats peuvent être effectués en achat inclusif. Est-ce que vous avez beaucoup de structures pouvant répondre? Et ici, calculer votre impact social d'un achat inclusif. Et là, vous avez l'annuaire des facilitateurs de clauses sociales qui sont là pour vous aider si vous souhaitez mettre en place un marché réservé ou une clause sociale d'insertion, ou même rechercher des fournisseurs, il est possible de contacter des facilitateurs pour qu'ils puissent vous aider dans cette démarche. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc on compte aujourd'hui plus de 6500 fournisseurs, de 2500 fournisseurs labellisés handicap, 4000 labellisés insertion par l'activité économique, et aujourd'hui, plus de 2000 acheteurs utilisent le marché de l'inclusion. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, publier un besoin d'achat, un sourcing, ça dure vraiment entre 5 et 10 minutes maximum, c'est le temps estimé. Donc là, par exemple, il est 11h40, vous allez voir, ça va être très rapide. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on fait un sourcing, donc 4 étapes, vous voyez. Donc on va faire une demande de sourcing inversé. Je vais reprendre un exemple que j'ai fait il y a pas longtemps, parce que moi aussi, j'ai des cas concrets, je l'ai déjà utilisé. Donc, on va utiliser, par exemple, un test sur de la conciergerie d'entreprise pour Bordeaux, pour un site de Bordeaux. Ici, vous détaillez de manière très simple votre besoin. On n'attend pas votre cahier des charges. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un cahier des charges fonctionnel, donc les grandes lignes de votre besoin. Donc, par exemple, début du contrat,
le 1er novembre, même si c'est férié, ça sera le 1er novembre. Euh, Ensuite, la présence, les horaires. Je sais pas, hein, je mets 8h, 10h. Les services que vous souhaitez. Le lieu d'intervention, ben là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Bordeaux et vous pouvez mettre l'adresse du site. Là, dans les services, par exemple, on peut mettre courses, poste, etc., colis, etc. Ici, vous détaillez vraiment de manière très, très succincte votre besoin. Il faut que ça soit clair, sachant que derrière, vous aurez des BizDev, ce qu'on appelle dans le marché de l'inclusion. Donc, des personnes qui seront là pour vous accompagner de A à Z. Donc, on a Shems pour la partie acheteur et Pauline également, avec qui vous aurez l'occasion de travailler, qui est plus du côté structure de l'insertion. Donc, vous avez vraiment des, euh, des commerciaux qui sont là pour vous accompagner de A à Z et également Nabil qui accompagne depuis maintenant une semaine l'équipe afin de pouvoir aider au maximum l'activité. Ici, donc on va filtrer, donc j'ai dit que mon secteur c'était de la conciergerie. Vous voyez, je peux directement sélectionner conciergerie. Je vais juste réinitialiser pour vous montrer toute la capacité, tous les. Donc, on a Espace Vert qui est connu, hein. Réparation dépannage, vous avez l'entretien du linge, la sécurité, l'agroalimentaire, l'hygiène, la propreté. Donc, vous voyez, il y a énormément de secteurs. Les travaux publics, avec différents secteurs d'activité, l'assistance générale, donc là je vais remettre juste ma conciergerie, les prestations informatiques, la restauration, donc vous avez tout ce qui est service traiteur, boulangerie, la décoration aussi d'entreprise, la communication marketing avec tout ce qui est publicité, sous-traitance industrielle, déménagement, collecte et traitement des déchets. Vous avez vraiment différents secteurs d'activité. Pareil pour tout ce qui est prestations intellectuelles, vous avez également des secteurs qui sont référencés. Donc ici, j'ai dit Bordeaux. Ici, vous avez une case pour cocher France entière. Donc elle est là si vous souhaitez, par exemple, si j'avais souhaité de la conciergerie dans toute la France, et vous aurez pu cocher cette case-là, ou elle peut être également cochée si vous souhaitez une entreprise qui soit en mesure de répondre dans la France entière. Donc, date idéale des débuts des prestations, j'ai mis 1er novembre. 1er novembre 2024. Date de clôture des réponses, on laisse quand même un mois, ça serait pas mal. Même si des fois, je sais que c'est le proche, que c'est la course. Le lien à partager, ça peut être par exemple votre plateforme. Si vous avez une plateforme de gestion de fournisseurs, par exemple, donc je travaille pour EDF, on a un portail fournisseur où les fournisseurs doivent se créer en amont de la consultation. Donc, on peut ici mettre le lien à partager de cette plateforme. Ici, ça peut être, donc on peut poser toutes les questions que l'on souhaite aux prestataires ciblés. Donc, ça vous permet en fait de créer les questions et de segmenter et de cibler. Donc, par exemple, je peux mettre, avez-vous un outil numérique à proposer dans le cadre de ce marché? Est-ce qu'il y a une application pour la conciergerie? Voilà, avez-vous une application pour vos prestations? Faites-vous, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre également quels sont quels sont vos types de clients. Parce que là, moi, par exemple, je vais être sur quels sont vos types de clients, etc. Parce que là, je vais être sur de l'industrie, par exemple. Ici, on met le montant estimé de son besoin. Donc, le montant réservé aux structures de l'insertion ou de handicap. Donc, ça permet aux fournisseurs d'avoir une idée sur
lequel il va répondre, du montant sur lequel il va répondre. Et ici, ça vous permet également de valoriser votre achat et ça indique que ça peut permettre de créer 14 emplois inclusifs durant un mois. À vous, vous pouvez cliquer si vous souhaitez partager ou non le montant au prestataire inclusif recevant votre besoin. Moi, en général, je le partage parce que ça permet aussi de créer un peu de l'attraction sur notre achat et de permettre aussi aux structures de l'inclusion d'estimer le temps qu'elles vont passer à répondre selon le montant de leur achat. Comment les prestataires doivent vous répondre? Donc, on peut mettre par mail, par téléphone ou rester anonyme. Et ici, vous évaluez, donc on en est à la dernière partie, évaluation de l'impact. Donc, si le marché de l'inclusion n'existait pas, est-ce que vous auriez consulté des prestataires inclusifs? Non, peu probablement, très probablement. Et si ce n'est pas le cas, comment vous auriez fait pour trouver des fournisseurs inclusifs? Hop. Et ici, vous avez votre aperçu. Voilà. Pour terminer, parce qu'après je vais vous le présenter, le point positif du marché de l'inclusion, c'est que vous avez accès, donc là, il y a très peu d'entreprises, mais par exemple, je vais prendre la Croix-Rouge d'insertion. Vous avez accès à toutes les données légales, à l'ensemble des données légales de chaque prestataire. Donc pareil, je reprends un note juste pour que vous ayez l'exemple. Vous avez accès à toutes leurs données légales, chiffre d'affaires, SIRET, date de création. Vous pouvez cliquer sur Voir plus d'informations et vous avez accès, c'est relié en fait à toutes les données légales et à l'annuaire des entreprises par la République française. Donc, très positif et ça évite les multiples recherches. Donc, si on regarde, il est 11h48 et j'ai terminé de réaliser le sourcing inclusif. Alors, hop, je vais juste essayer de remettre mon écran pour que vous le voyez. Hop. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave. Alors, je vais essayer d'avancer pour qu'on ne perde pas plus de temps que prévu. Ah, sauf que j'ai plus accès aux données questions. Je vais essayer de réactualiser ma page parce que j'ai plus accès ni à la présentation, excusez-moi, et ni, euh, ni aux questions en fait. Alors, je vais essayer de réactualiser. Voilà, me revoilà. J'espère que vous m'entendez toujours. Alors, donc juste la comparaison entre un sourcing classique et inversé, je vais essayer de rattraper mon retard. Donc, un sourcing classique, vous réalisez de nombreuses recherches sur Internet. Vous allez vérifier les données légales un par un, vous allez aller sur société.com, info, société, etc. Vous allez aller sur l'INSEE, vous allez essayer de trouver les données légales. Ça nécessite du temps parce que vous allez faire un tableau de comparaison, rechercher, relancer, et vous allez devoir contacter à chaque fois de nombreux fournisseurs, les relancer et présenter le projet à chaque fois. Le sourcing inversé, comme vous l'avez vu, et là ça fait 10 minutes maintenant, avec ma perte de connexion, etc., ça permet de ne pas faire de recherche, de publier une seule fois votre achat. Les données légales, vous avez directement accès à celles-ci sur le marché de l'inclusion. Ça prend 5 à 10 minutes pour publier votre achat et vous l'avez vu alors que j'ai pris le temps de vous expliquer ce qu'était chaque partie. C'est les fournisseurs qui vous contactent, c'est eux qui vous indiquent s'ils sont intéressés ou pas. Et donc, vous présentez une seule fois via la publication du besoin, le petit récap que nous avons vu. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question.
Alors, je vais répondre. Donc, bonjour. Donc, pourquoi est-il inscrit? Le besoin n'a pas encore été envoyé. Sur ma demande de besoin, ça fait 3 mois que je l'ai posté. Je vais le noter. Lisa, si vous le permettez, je vais noter votre question et les BizDev reviendront vers vous. Effectivement, c'est pas normal. Je vais, je vais le noter. Je note votre nom et on reviendra vers vous dans les plus brefs délais pour voir avec vous qu'est-ce qui s'est pas, ce qui s'est passé et ce qu'on peut être en mesure de faire. Alors, question de Lucie, comment réussir à mettre en avant les EA ou les ESAT ou faire comprendre aux donneurs notes que généralement les ESAT et les EA peuvent avoir des délais plus longs ou être plus chers? Quelles solutions sont envisageables pour les aider à mieux se positionner? Très bonne question. Donc, effectivement, le donneur note ou votre prescripteur. Alors, c'est pas forcément, ça peut être plus cher, forcément, tout dépend le secteur d'activité, mais ça peut pas forcément. C'est aussi à vous de rassurer votre prescripteur et de mettre à disposition des outils de suivi. Donc aussi des outils de suivi dans sa consultation, surtout sur l'exécution et peut-être de l'accompagner, de lui dire voilà, je vais vous accompagner et de lui montrer aussi l'impact social qu'il peut avoir à travers cet achat et de répondre en fait aux enjeux actuels. Aujourd'hui, on n'est plus sur du acheter pas cher. Enfin, on va être honnête, je pense que si vous faites partie de ce webinaire et toutes les personnes qui sont là, un acheteur, ce n'est plus acheter pas cher, c'est acheter en mieux disant, c'est non en moins disant. Donc, c'est aussi de lui faire comprendre ça et les enjeux de votre entreprise qui sont donc de développer votre démarche responsabilité sociétale. Écoutez, l'ensemble des questions a été rempli. Je, je vous remercie en tout cas pour cette écoute. Donc, comme je l'ai dit au tout début de notre présentation, donc c'est une série de webinaires. Donc là, ici, vous avez les 5 prochains webinaires si vous voulez noter déjà les dates. Donc, ça sera toujours de 11 heures à 11h45. On essaye de s'y tenir. Normalement, il ne devrait pas avoir de changement, mis à part obligation, mais normalement non. Et on vous tiendra informé. Des newsletters seront envoyés lors de la création des nouveaux webinaires. Donc, le prochain est dans 15 jours. Le thème sera intégrer des achats inclusifs dans vos achats, dans votre politique achat. N'hésitez pas entre-temps, si vous avez des questions, à prendre contact avec le marché de l'inclusion et moi-même. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. On se tient à votre disposition pour toute information. Donc, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, via notre page LinkedIn, que ce soit la page LinkedIn du marché de l'inclusion ou la page LinkedIn ma perso, donc Coralie Chaz. Et vous pouvez également nous contacter via le marché de l'inclusion, donc notre plateforme. N'hésitez vraiment pas, on essaiera de se tenir à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Très bonne journée.